Sergei Eisenstein, avant d'être un cinéaste russe tel qu'on le connaît aujourd'hui dans l'histoire, est issu d'une famille bourgeoise. Son père est architecte et il se destine d'abord au théâtre. Il va y faire une carrière assez importante, enrichi par certains mentors dont il va rapidement s'émanciper et propose un théâtre expérimental dans lequel il va mettre en place sa fameuse théorie des attractions. L'idée étant de choquer le plus possible le public, de le marquer par des effets qui vont lui permettre d'avoir un ressenti très fort par rapport à l'action qu'il voit. On verra par exemple un combat de boxe simultanément à un débat entre les personnages ou lors d'une scène d'hésitation d'autres protagonistes, un funambule traverser la salle au-dessus du public. C'est quelque chose qui va beaucoup marquer à l'époque et il va ensuite se diriger vers le cinéma. Pour une raison assez importante, c'est qu'il va très vite avoir envie de mettre en scène ses premières pièces de théâtre dans les lieux mêmes pour marquer vraiment la réalité des intrigues et des récits qu'il propose, puisqu'il s'agit pour lui de marquer le peuple, mais aussi de s'adresser à lui. L'art doit gagner la vie quotidienne, il faut dissoudre l'art dans le monde social. Il va donc avoir cette idée de mettre en scène une pièce de théâtre au sein même d'une usine de gaz dans laquelle se situe l'intrigue, mais va se rendre compte aussi de la difficulté qu'il y a à faire venir un public et organiser toutes ces mises en scène in situ. Et évidemment, le cinéma proposera de manière beaucoup plus efficace cette mise en situation. En 1924, il va donc réaliser son premier film qui s'appelle La Grève, sous l'influence d'un des théoriciens actuels du cinéma qui est Dziga Vertov. Dziga Vertov a mis au point un concept qu'il appelle le ciné-œil, qui est du cinéma documentaire dans lequel il faudrait être au plus proche de la réalité, ce qui n'empêche pas évidemment un travail sur le montage, mais pour pouvoir donner à voir le réel, car le cinéma est vraiment perçu à l'époque, et ce sera toujours le cas par rapport au régime soviétique, comme étant le moyen d'expression qui va parler au plus grand nombre. Dziga Vertov, donc, veut un cinéma réel, le ciné-œil, dans lequel on ne passerait pas par ce qu'il appelle le ciné-drame, à savoir la fiction et une volonté d'influencer le spectateur. Une fois encore, Eisenstein va s'émanciper de son modèle, puisqu'il va, dans La Grève, proposer un récit dans lequel on aura évidemment une prise avec le réel, mais Dziga Vertov va lui-même critiquer en expliquant qu'on est face à une sorte de ciné-sorcier, il a toujours ces concepts, et auquel répondra d'ailleurs Eisenstein en disant qu'il propose lui un ciné-point, parce qu'il veut créer une rupture et il veut brusquer le spectateur pour qu'il puisse avoir une vision nouvelle. L'impact produit par La Grève va être très important et fera de Sergei Eisenstein le premier cinéaste du régime soviétique. C'est la raison pour laquelle, en 1925, alors qu'il a 27 ans, on va lui passer une commande très importante, qui est un film alors intitulé L'année 1905 et qui va commémorer la première révolution avortée de 1905. Il s'agit d'un projet très vaste dans lequel on va recouvrir toute cette année déterminante qui peut être considérée comme les prémices à la fameuse année 1917. Néanmoins, on va très rapidement se rendre compte qu'on manque de temps. Le tournage commence en 1925, le film doit donc être prêt dans l'année et Eisenstein va rencontrer une série de difficultés et notamment avec des conditions météorologiques exécrables qui vont occasionner un très grand retard. Il est donc décidé de resserrer tous les événements autour d'un seul événement, à savoir celui du cuirassé Potemkin. C'est un événement historique, des matelots ont effectivement organisé une mutinerie lorsqu'ils ont découvert que la viande était avariée et qu'on les forçait à s'en nourrir. Les événements sont évidemment romancés, mais Sergei Eisenstein va considérer qu'ils sont à même de refléter toute cette année déterminante pour le futur de la nation. C'est un tournage rapide et efficace, en compagnie d'Édouard Tissé, le chef opérateur, qui suivra Eisenstein dans l'intégralité de sa carrière et avec qui il a une grande complicité. Et ils vont mettre en place une série d'expérimentations, notamment pour le fameux tournage de la scène des escaliers. Avant ça, il faut noter que le fait d'emmener la caméra dans la salle des machines d'un cuirassé existant va beaucoup impressionner à l'époque et va donner une sorte d'élan sur ce que sera le cinéma documentaire par la suite, parce qu'on se rend compte que ces lieux, graphiquement, ont beaucoup à apporter aux spectateurs. Pour la scène des escaliers, donc, il va y avoir la mise en place d'un rail de travelling le long des escaliers, ce qui est un procédé qui est très peu pratiqué à l'époque dans le cinéma russe. Et Eisenstein va mettre en place toute une série d'expériences. Il va notamment attacher la caméra à un acrobate, un circassien, qui va courir et bondir le long des marches pour donner des images extrêmement vives. Et on va aussi
tourner cette scène à plusieurs caméras simultanées de manière à avoir une grande matière pour le montage. On notera aussi que le drapeau rouge que vous voyez, il était déjà lors des projections en 1925 et que chaque photogramme a été colorié à la main pour créer là aussi un impact sur l'audience. Le film est tourné in extremis et va pouvoir être présenté en décembre 1925 dans une première qui, comme souvent, va projeter un film que nous n'avons pas pu voir par la suite. Il est un peu plus ample, un peu plus important et il ne va cesser d'être découpé dans la suite. Le régime soviétique, au départ, n'envisage pas une sortie publique. On sait que c'est un film exigeant, que c'est un film qui ne répond pas exactement à ce qui est déjà de l'ordre du canon à l'époque, à savoir des films avec des personnages principaux, voire des stars qui sont reconnus par le public. Il n'empêche que la première a un grand impact et on décide en janvier 1926 de sortir le film dans les salles. Il aura un certain succès. Mais c'est surtout en Allemagne que le film va rencontrer une carrière qui deviendra par la suite internationale. En manque de devises, le régime soviétique va vendre le négatif original à l'Allemagne, ce qui va occasionner les problèmes qu'on va avoir par la suite pour retrouver la version la plus fidèle à ce que voulait Eisenstein. Puisque l'Allemagne, lorsqu'elle commence à le projeter, va déjà opérer une forme de censure. Les images où les autorités sont malmenées sont systématiquement coupées, tout comme certains plans jugés trop violents, notamment évidemment dans la séquence des escaliers. Comme on l'avait déjà évoqué avec Metropolis, on va avoir dans les années qui suivent une série de versions différentes du film, tantôt coupées, tantôt réagrémentées de certains photogrammes qui auraient été retrouvés de par le monde. Il va notamment y avoir pour les 25 ans de la première projection une version avec la musique de Shostakovich, où on va procéder à quelque chose qui peut paraître un petit peu un contresens aujourd'hui, à savoir qu'on va réadapter le montage pour qu'il corresponde à la musique, en allongeant par exemple certains intertitres ou en coupant différentes séquences. Et aujourd'hui, les historiens du cinéma s'accordent à dire qu'il n'existe pas une seule version du Cuirassé Potemkin, mais plusieurs qui cohabitent et dans lesquelles on essaye d'être le plus fidèle possible à la vision d'Eisenstein. C'est un film qui en plus a une postérité assez étrange, puisqu'il est dès le départ considéré comme étant majeur pour l'histoire du cinéma, mais il va être très longtemps difficile de le voir. C'est un film de propagande, et de ce fait même, on va en tenir compte. Alors, Goebbels, quelques années après la sortie du film, va considérer ce film comme un chef-d'œuvre de propagande, et lui-même étant ministre de la propagande du Troisième Reich, demandera à ses réalisateurs de s'appliquer à avoir le même impact sur les spectateurs d'Allemagne en faisant leur propre version du Potemkin. Mais en France, le film va être censuré dès le départ. Il ne sera visible que dans des cinémathèques ou dans ce qui sont les premiers ciné-clubs, organisés notamment par Germaine Dulac, une cinéaste et théoricienne du cinéma. Aucune projection publique n'est proposée, le film est totalement censuré et il le sera pendant 27 ans jusqu'en 1953. C'est pareil en Grande-Bretagne où le film est absolument censuré et à partir de 1952, on propose une interdiction aux moins de 16 ans et il faudra attendre 1987 pour que le film soit déclaré tout public. L'impact du film n'en demeure pas moins extrêmement important et Eisenstein devient un cinéaste de premier plan. Il sera d'ailleurs courtisé par Hollywood. Il ira y faire une petite insertion qui tournera court. Il sera incapable de s'adapter au système américain. Mais c'est un début de carrière qui va être évidemment extrêmement important pour lui. Le Cuirassé Potemkin est le film par excellence pour comprendre l'histoire du cinéma. C'est un film qu'il faut comprendre sous un double prisme. Le premier, c'est évidemment celui de la propagande. C'est un film qui applique une idéologie et qui répond à une commande, mais c'est aussi un film qui va mettre en place une théorie et une expérience cinématographique. Eisenstein a écrit de nombreux livres pour expliquer ses principes cinématographiques et il a analysé a posteriori ses propres films. Ce qui fait que ce film va nourrir un très grand nombre de discours, que ce soit de son propre réalisateur, des historiens, mais aussi, bien entendu, des historiens du cinéma. Les séquences mythiques sont nombreuses, on peut faire des analyses plan par plan, et la littérature est extrêmement abondante sur le sujet. C'est un film qui, avant tout, se place comme étant en rupture par rapport à ce qui prévaut à l'époque dans l'esthétique cinématographique. On s'oppose à la subjectivité romanesque et à cet héritage qu'on considérerait comme étant bourgeois de la littérature. Mais Eisenstein n'en demeure pas moins un cinéaste qui va s'inscrire aussi dans une forme de transition. J'en veux pour preuve, et il en était très fier, il le revendiquait, la structure en 5 parties, une série de 5 intertitres qui vous donnent le nom des différentes parties et qui sont comme 5 actes d'une tragédie. De ce point de vue-là, Eisenstein s'inscrit dans une tradition. Pour comprendre la place qu'occupe Eisenstein et la rupture qu'il crée par rapport au cinéma, il faut faire un état des lieux sur la narration au cinéma.
Le cinéma naît en 1895 et on estime que c'est Griffith qui a mis en place la syntaxe de la narration cinématographique. À l'époque, ce qui prévaut, et c'est d'ailleurs toujours le cas, c'est l'idée d'une linéarité, d'une fluidité dans le découpage des plans pour permettre au spectateur de comprendre la continuité de l'histoire. On peut, à ce titre, proposer deux exemples qui vous feront comprendre comment fonctionne le montage. Le premier exemple est un film de Griffith. J'ai choisi volontairement deux films qui datent de 1925 pour vous montrer à l'époque où on en est dans le cinéma dominant, qui est évidemment le cinéma américain. À travers l'orage de Griffith vous montre une séquence dans laquelle un homme aide une non-voyante à refaire ses lacets et observé par un autre depuis le porche qui profite de la vue sur ses jambes. Nous avons deux lieux différents qui communiquent à chaque fois par le regard des protagonistes qui dirigent celui du spectateur qui va comprendre totalement qu'on passe d'un plan à un autre et d'une échelle de plan à une autre. Le deuxième exemple est tiré de la grande parade de King Vidor. Ici, le même principe est mis en place. On va suivre le trajet d'un seau puisé dans la rivière qui va alimenter un réservoir et nous donner par une série de gros plans toute l'explication sur la construction bricolée d'une douche. L'arrivée d'un second lieu va permettre l'irruption d'une femme qui va observer avec plaisir et malice les hommes en train de se doucher et le spectateur n'a absolument aucune difficulté à comprendre les différents lieux et la manière dont ils communiquent. La succession des plans est au service de la continuité narrative. Cette théorie du montage va s'opposer à celle proposée par les formalistes russes. On rappelle la théorie de l'effet Kuleshov, qui a profondément influencé tout le cinéma soviétique après lui. Nous assistons à un montage où trois séquences différentes sont entrecoupées par le visage d'un homme qui semble les contempler. Un cercueil, une femme, de la nourriture. Les spectateurs du film ont tendance à dire que l'expression de l'homme varie en fonction du plan qui a précédé. La théorie est donc la suivante. Le spectateur ne considère pas le plan comme isolé, mais comme dépendant de ce qui a précédé. Le plan est en interdépendance avec son entourage. Et c'est cet élément que va prendre en compte Eisenstein. En appliquant sa théorie des attractions, Eisenstein va proposer un montage qu'il qualifie lui-même d'intellectuel. Il ne s'agit pas de reproduire le réel, mais de créer des effets pour marquer le spectateur. Son montage, dans le plus pur héritage d'Hegel et de Marx, va être qualifié de dialectique, c'est-à-dire qu'il propose une thèse et une antithèse, une logique de conflit d'une séquence à l'autre. Et à partir de ce conflit-là, un nouvel ordre pourrait advenir dans la fameuse troisième étape qui serait celle de la synthèse. Mais pour que le montage soit efficace, il faut qu'il y ait une rupture entre le premier et le plan suivant. Une série d'éléments qu'on va pouvoir voir de manière très intéressante à différents degrés. On passe par exemple des coups de hache donnés à la viande à l'entretien de la machine sans aucune transition. De la même manière, on peut créer une rupture entre des directions à l'écran. La descente des soldats sur l'escalier opposée à la montée de la femme avec son enfant dans les bras. On peut aussi jouer sur des plans qui se succèdent et ne semblent pas en lien logique. Par exemple, lorsque le capitaine annonce que les mutins pourront être pendus à la vergue, les directions prises par les visages pour aller contempler cette vergue semblent être opposées et ne pas correspondre à ce que nous pourrions considérer comme logique. Cette transition par rupture va aussi beaucoup jouer sur le conflit fait entre les masses et les unités, puisque en bon film soviétique, le Cuirassé Potemkin est un film qui va traiter de la masse et de la foule. La foule est le personnage principal du récit. En ça, c'est un film qui s'éloigne complètement des canons hollywoodiens. Nous n'avons pas de personnage incarné que nous allons suivre. Au contraire, on a une sorte de passage de relais. Et dès le début, nous voyons un travail d'opposition d'un plan à un autre entre les matelots à l'intérieur du bateau, qui sont en blanc, et les figures d'autorité qui sont très souvent isolées à l'écran. Ce sera le capitaine, ce sera le supérieur, ce sera le médecin ou alors le pope. On remarquera d'ailleurs que ces transitions-là jouent aussi sur une certaine forme de grotesque au bout d'un moment parce que, quand bien même on est dans un film qui est majoritairement extrêmement sérieux, voire pathétique et tragique, certaines scènes, au départ, montrent une forme de grotesque, la manière dont le pope va feindre d'être endormi ou mort pour échapper à ses agresseurs, ou le grotesque avec lequel on va renverser le médecin dans les cordages pour justement renverser le régime tout entier. La foule va ensuite suivre le principe d'une gradation, c'est une foule croissante.
L'exposition d'un seul homme va mobiliser la ville entière. On voit d'abord les poings en bas, puis les poings qui se lèvent, des orateurs qui prennent la parole et qui vont composer cette foule qui va converger vers une émeute généralisée. À ce titre, il est important de mentionner le rôle des intertitres, les cartons, dans le film. Pour réévoquer Germaine Dulac, qui donc a contribué à la diffusion du film en 1925, c'est une cinéaste française expérimentale qui fantasmait un cinéma pur dans lequel aucun texte ne devrait apparaître. Au contraire, chez les formalistes russes, l'intertitre a un véritable rôle. Il donne à voir ce que pense la foule. Regardez la manière dont on met en mots la rumeur de ce qu'elle dit à travers plusieurs intertitres. Il commente même l'action. Lorsque le matelot se fait fouetter dans la cale, on a cet intertitre qui dit regrettable et qui donc juge l'attitude du supérieur. Et donc ces intertitres ont un véritable rôle. Ils sont la voix de la masse et ils viennent s'intercaler pour être son porte-parole d'une certaine manière. La foule, dans des séquences qui sont extrêmement impressionnantes, va déferler à travers toute la ville pour montrer la cohésion de la nation entière face à l'injustice. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer que autant Eisenstein va vous donner des plans d'ensemble qui vous permettent de voir cette foule immense et unie, autant il va aussi travailler à l'incarnation. Et de ce point de vue-là, on n'a probablement jamais autant de gros plans que lorsqu'on filme cette foule. Les plans qui vont s'attarder sur les visages, des trognes souvent extrêmement marqués, et qui vous permettent de voir qu'on n'est pas face à des comédiens professionnels ou des stars du cinéma, mais réellement le peuple qui prend la parole et qu'on donne à voir. Et de ce point de vue-là, la progression est assez intéressante pour l'incarnation. On passe d'un monde militaire, celui des matelots du cuirassé Potemkin, à la ville dans laquelle les femmes sont très présentes. On a vraiment cette supplique des femmes qui viennent se recueillir près du corps, puis ces trois femmes absolument majeures sur l'escalier d'Odessa, et la figure finale qui est surtout celle de l'enfant porté, l'enfant dans le berceau, qui sont des martyrs, mais auxquels vont succéder une série d'enfants qui courent et qui laissent entendre que le peuple sera toujours présent et toujours vivant. En contrepoint de la masse, la question de l'unité est absolument majeure. On l'a dit, Eisenstein resserre toute l'année autour d'un seul événement qui est celui du cuirassé Potemkin. Il explique que pour lui, une goutte d'eau reflète le paysage. C'est-à-dire qu'un seul élément unifié va avoir une capacité à symboliser. Et ce symbole va se retrouver à travers tous les événements décrits. La viande avariée renvoie évidemment à la difficulté de la population à se nourrir, de la même façon que la répression sur l'escalier est une dénonciation de l'attitude du régime tsariste à l'égard de toute forme de contestation. Le gros plan a donc valeur de synecdoque, c'est-à-dire qu'une partie évoque le tout. Le lorgnon du médecin, par exemple, qui se suspend à la corde, est un symbole de classe sociale, de la même façon que les bougies ou les pianos dans le carré des officiers, au moment où les mutins vont venir tout saccager. On remarquera d'ailleurs que le lorgnon est un symbole réversible, puisqu'il est aussi celui qui va caractériser l'institutrice, qui sera massacrée par les Cosaques, et on aura cette image extrêmement choquante avec ce lorgnon maculé de sang, qui montre le peuple capable aussi de s'élever, notamment par l'instruction. À partir de cet espace confiné qu'est le bateau, on va avoir un principe de gradation qui va proposer une sorte de contagion de la contestation. On passe de l'espace confiné du bateau au port, puis une convergence des luttes avec tous les citoyens de la ville qui vont se rassembler, et dans le dernier acte, une confrontation cette fois du cuirassé avec la nation tout entière lorsqu'il va à la rencontre de l'escadre. Cuirassé qui devient le peuple tout entier et qui va être, de ce point de vue-là, largement personnifié. On remarquera d'ailleurs un écho dans les intertitres qui est assez intéressant. Au départ, lorsque on demande de la solidarité et que les matelots ne fusillent pas leurs congénères, on a cet intertitre frère qui sera ensuite répété à l'escadre qui va venir leur faire face et qui cette fois semble être attribué au bateau lui-même. Une fois encore, on ne va pas incarner une seule personne, un seul héros, c'est bien la collectivité qui va prendre en charge ce cri du cœur et cet appel d'une partie de la population à une autre pour la concorde finale. Cette personnification est déjà une façon d'ajouter de la vie à l'intérieur de ce système extrêmement rigoureux qu'est la propagande associée à cette théorie d'Eisenstein. Et cette vie est particulièrement intéressante quand on l'associe à un motif qui semble en totale opposition avec elle et qui est celui de la machine.
La machine est un thème central dans le cuirassé Potemkin. On le voit d'abord à travers la figure d'un monde qui ronronne, d'un monde figé dans lequel la machine serait la machine du régime. Ce sont les différentes images des hamacs, par exemple, qui montrent des matelots en train de dormir, bercés. Image du bercement qu'on retrouvera dans la manière dont les tables accompagnent le roulis, avec d'ailleurs la vision assez satisfaite du supérieur qui les contemple un long moment. Cette vision de la machine va aussi être renforcée par la ligne extrêmement droite, mécanique et au tempo imparable, qui est celle des soldats qui descendent les escaliers des marches au moment de la répression. C'est un motif qui va revenir très régulièrement et on va opposer la droiture mécanique de ces soldats à la profusion populaire et le chaos qu'ils vont générer. Mais Eisenstein nous fait vite comprendre que la machine du cuirassé Potemkin ne peut exister sans son âme, qui est la main-d'œuvre. Les symboles charnels et phalliques sont extrêmement nombreux et insistent sur l'interaction entre le corps et la machine pour que celle-ci puisse fonctionner. C'est d'ailleurs pas innocent si l'émeute commence à partir du moment où on ne peut pas nourrir la machine humaine, la machine du corps, qui va pouvoir alimenter la machine générale. Cette puissance-là va être en totale interaction dans le face-à-face final entre le cuirassé Potemkin et l'escadre, et cette rencontre dans une montée en tension qui est extraordinaire, et tous ces échanges de pistons, de machines qui vont l'une en face de l'autre à quelque chose de profondément charnel et qui va aboutir à une concorde finale qui serait celle non pas d'un affrontement mais d'une union. On a un très bel exemple ici de la construction dialectique par Eisenstein. Le découpage métallique dur, froid de la machine, associé à son antithèse, le corps, la chaleur, l'humanité, qui donnera lieu à la fin à cette rencontre entre les hommes dans une concorde finale assez exemplaire. Mais avant cette concorde, il faut évidemment traiter d'un sujet central aussi dans le film, qui est celui du conflit. Le conflit est le sujet du film, le conflit du peuple contre les élites, mais c'est aussi le principe même de l'esthétique d'Eisenstein. Et elle va passer par plusieurs exemples extrêmement précis qui là aussi ont fait l'objet d'analyses particulièrement minutieuses. On a d'abord un conflit d'un point de vue plastique, au sens de la composition à l'intérieur des cadres. On a un travail sur les diagonales qui sont opposées et qui vont vous montrer des directions diverses prises à l'intérieur du cadre. Je reviens sur l'exemple des hamacs, par exemple. La succession des plans montre des diagonales qui s'opposent, et de la même façon, les différents plans très nombreux qu'on va avoir en plongée sur le pont du Potemkin vont insister sur cette droiture des canons et la manière dont les hommes vont progressivement se déplacer, d'abord de manière extrêmement disciplinée, avec ces rangs, ces diagonales, jusqu'au chaos le plus total. L'espace même du cuirassé va donc être travaillé aussi dans sa hiérarchie. Je vous renvoie au plan où on voit 3 niveaux différents des coursives avec le capitaine au sommet, mais ensuite aussi une série de contre-plongées où on voit du point de vue des cales les grilles avec les matelots qui sont au-dessus et qui semblent s'extraire de cette condition-là. Les contrastes se font aussi sur la gamme chromatique. On a beaucoup parlé lors des derniers films muets dans les ciné-clubs de la question de l'expressionnisme, on n'est pas du tout ici dans la même esthétique, il n'en demeure pas moins que dans cette tonalité du noir et blanc, et épaulé par le travail de Tissé, Eisenstein va beaucoup s'intéresser sur la question des contrastes. Le cuirassé Potemkin, c'est le gris, à savoir la synthèse entre le noir et le blanc. Mais si on regarde les symboliques, on va voir qu'elles sont réversibles comme l'était le lorgnon qu'on évoquait tout à l'heure. Les matelots sont en blanc, tandis que leurs supérieurs ont un uniforme noir. Mais à l'inverse, dans la population d'Odessa, les femmes du peuple sont en noir, alors que les bourgeoises sont en blanc. On insiste sur l'ombrelle et sur la délicatesse de leurs robes, par exemple. De la même manière, la blancheur de cette fameuse bâche sous laquelle on veut mettre les futurs fusillés va correspondre à ces bâches qu'on va finalement retirer des mitrailleurs avant d'aller à l'assaut de l'escadre et qui montrent là aussi que les matelots se réapproprient les armes pour leur propre cause. Donc les symboles chez Eisenstein sont très souvent réversibles. Le conflit entre noir et blanc est aussi un conflit à l'intérieur même de la couleur qui peut avoir différentes symboliques. On trouve aussi ce conflit dans des mouvements contraires à l'intérieur même du cadre. Je vous renvoie à plusieurs plans dans lesquels on va avoir des directions différentes qui créent une profusion extrêmement intéressante et donnent à voir l'énergie
à l'intérieur du cadre. Et Eisenstein va aller jusqu'à l'abstraction dans cette gestion des conflits. On a souvent parlé, et c'est assez intéressant, d'une esthétique qui pourrait être considérée comme cubiste. Effectivement, le fait de donner à voir une même séquence sous plusieurs angles, quitte à créer un effet de répétition, va vous permettre de voir des situations assez riches. C'est le cas dans la prise de vue sur les hamacs, par exemple. C'est le cas aussi dans les différents points de vue qu'on va pouvoir avoir sur la viande et qui conduisent ensuite à une sorte d'accélération du rythme par effet de répétition. On aboutit enfin à l'extrême du conflit en termes de succession des plans, qui peut être aujourd'hui considéré comme assez perturbant pour le spectateur, qui est la question de ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui en tout cas, un faux raccord, et qui n'en est pas du tout un lorsqu'il est pratiqué par Eisenstein dans son montage. C'est-à-dire qu'une série d'actions va se répéter et va être vue à plusieurs reprises. On le voit dès le départ dans la façon dont les personnages peuvent descendre les escaliers qui mènent au cale. On les voit soit monter, soit descendre de façon répétée. De la même manière, lorsque les matelots décident de baisser leur fusil, on va le voir à plusieurs reprises. Un autre exemple assez intéressant, lorsqu'un homme de la population crie des injures antisémites, la façon dont les personnages se tournent à plusieurs reprises face à cette injure-là va signifier de manière extrêmement forte l'indignation de ceux qui l'ont entendu. L'iconique et mythique scène des escaliers va concentrer tous ces effets. Le début de la séquence est déjà problématique d'un point de vue de la syntaxe cinématographique. Vous avez un intertitre qui dit « et soudain, soudainement », et on va voir cette femme qui envahit le cadre avec ses cheveux et on sent que quelque chose ne va pas. Mais il va y avoir un certain temps et un mouvement de foule, un moment de panique, avant qu'on comprenne que ce sont les soldats qui ont décidé de lancer l'assaut sur la foule. Donc on vous montre la conséquence avant la cause. Certaines versions du cuirassé Potemkin ont même remis dans ce qu'on considérait comme l'ordre logique et chronologique cette séquence, à savoir d'abord l'armée qui intervient et ensuite cette femme en pleine panique, ce qui là aussi va à l'encontre de tous les effets voulus par le réalisateur. C'est une scène qui est d'un point de vue spatial extrêmement intéressante puisque vous allez avoir ce peuple enthousiaste pris en tenaille entre le haut et le bas, en bas les Cosaques, en haut l'armée, et un plan de départ va d'ailleurs vous montrer, d'un point de vue symbolique, la dénonciation par les soviétiques de la répression du régime tsariste. En haut, vous allez avoir cette ligne extrêmement régulière des soldats, et en bas, l'église avec sa croix très visible, qui bien entendu va vous montrer tous les régimes et toutes les autorités qu'on cherche à dénoncer. La séquence à elle seule pourrait faire l'objet d'une analyse exhaustive qui serait absolument interminable, mais on retiendra quelques éléments intéressants, des éléments qui sont toujours sous le signe de la contradiction et du conflit. Le conflit entre la linéarité des soldats et la profusion chaotique à l'intérieur du peuple. Ce chaos est mis en valeur par une question du mouvement qui est absolument saisissante. Vous avez donc ces scènes de travelling qui descendent le long des marches. Vous avez des caméras subjectives où on vous montre quelqu'un qui tombe et on a vraiment l'impression d'être au sein même de la masse. Un travail sur le rythme qui va aussi lui être extrêmement contrasté. Vous avez des scènes de dilatation, une dilatation qui nous donne d'ailleurs l'impression que ces marches d'Odessa sont au nombre au moins de 600 alors qu'en réalité elles en font 192. Quiconque va à Odessa voir les marches qui existent encore est toujours assez saisi par l'étroitesse des lieux par rapport à ce que la séquence laisse entendre. Il suffit de voir ce berceau qui semble descendre pendant des minutes entières avec un effet là aussi justement de répétition par faux raccord. Et un travail donc sur l'accélération, la rapidité de certains plans et la dilatation par la durée de la scène qui dure 6 minutes en tout et qui est extrêmement importante. Cette dilatation aussi dans des faux raccords qu'on retrouve dans ces gestes extrêmement violents, des coups de sabre donnés notamment sur la femme à la fin. Cette course du landau a donné lieu à de très nombreuses reprises dans l'histoire du cinéma. C'est assez intéressant de voir au fil des années comment certains cinéastes ont rendu hommage. C'est le cas par exemple d'Ettore Scola dans Nous nous sommes tant aimés, où vous avez un passionné de cinéma qui raconte la scène et qui la reproduit sur des escaliers non moins mythiques qui sont ceux de Rome. Chez Brian De Palma, quelques années plus tard, ce sera dans Les Incorruptibles un véritable exercice de style. On sait à quel point De Palma aime les pastiches et aime reproduire ces modèles. Il l'a beaucoup fait avec Hitchcock, il le fait ici donc avec Eisenstein dans une séquence qui va convoquer à la fois les matelots et le landau. Dans
Évidemment, un film à l'américaine où ça se terminera beaucoup mieux pour l'enfant, mais sur lequel il va jouer non pas de l'accélération pour le coup, mais de la dilatation à l'extrême. C'est une scène extrêmement longue et qui travaille sur tous les ralentis. Terry Gilliam, dans Brasil, va proposer une réécriture décalée du même motif, où cette fois c'est un aspirateur qui descend les marches dans une scène d'émeute avec une société dystopique qui reprend par bien des aspects la vision qu'a Eisenstein du pouvoir. Ce motif, enfin, deviendra un motif récurrent dans les parodies. Je vous renvoie par exemple à La Cité de la Peur, dans lequel on a la montée des marches de Cannes. Donc là, pour le coup, en termes de cinéma, on va vraiment jouer avec deux grands symboles. Donc les marches de Cannes avec un caddie qui le descend. Et Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood, du trio Zucker-Abraham-Zucker, dans lequel on est spécialisé justement dans les parodies du cinéma, et où on aura là une séquence qui va être assez amusante dans la mesure où elle parodie surtout De Palma, qui lui-même reprenait le cuirassé Potemkin. La boucle est donc bouclée. Ce qu'il faut aussi retenir de cette séquence mythique des escaliers, c'est qu'elle n'est pas uniquement écrite dans une perspective d'efficacité dramatique et pathétique. Il y a, au-delà de la reconstitution historique et des symboles et de l'idéologie de propagande, une réelle volonté chez Eisenstein de travailler une forme de poésie. Certaines images sont assez étonnantes. Vous voyez par exemple la verdure qui est présente lors d'un des travelling qui suit le landau. Vous avez aussi cette espèce de sentier lumineux entre la femme et les soldats qui crée quelque chose qui pourrait être une symbolique quasiment religieuse, ce qui semble absolument paradoxal pour un cinéaste comme Eisenstein, mais on voit la volonté d'aller chercher un élément esthétique et poétique. L'épique collectif va transcender l'histoire et la valeur de propagande. Il me semble intéressant de faire un rapprochement entre Eisenstein et un auteur de la littérature française qui est Émile Zola. Zola, comme Eisenstein, avait des écrits théoriques extrêmement précis pour expliquer ce qu'était son projet naturaliste. Il considérait d'ailleurs ses romans comme des études et non pas véritablement des fictions. Il faisait un roman expérimental, pour reprendre le titre de son essai théorique. Pourtant, on a exactement la même approche paradoxale entre ce qui relève de la pure littérature et ce qui serait un programme beaucoup plus strict de regard sur le réel. Dans La Fortune des Rougon, qui est le premier volet des Rougon-Macquart, nous avons une scène d'émeute dans laquelle des insurgés traversent la campagne. La manière qu'a Zola d'écrire et de donner du souffle à sa description de cet événement historique correspond par bien des points à la façon dont Eisenstein filme ses sujets. Dans l'extrait suivant, on voit la métaphore liquide pour expliquer la convergence des peuples, qui pourrait être tout à fait illustrée par certains extraits du cuirassé Potemkin. La bande descendait avec un élan superbe, irrésistible. Rien de plus terriblement grandiose que l'irruption de ces quelques milliers d'hommes dans la paix morte et glacée de l'horizon. La route, devenue torrent, roulait des flots vivants qui semblaient ne pas devoir s'épuiser. Toujours, au coude du chemin, se montraient de nouvelles masses noires dont les chants enflaient de plus en plus la grande voix de cette tempête humaine. Les métaphores et les personnifications peuvent être mises en parallèle avec d'autres séquences du film. La campagne, dans l'ébranlement de l'air et du sol, criait vengeance et liberté. Tant que la petite armée descendit la côte, le rugissement populaire roula ainsi par ondes sonores traversées de brusques éclats, secouant jusqu'aux pierres du chemin. Cette façon d'associer le décor inerte à la colère des insurgés peut être mise en parallèle avec la manière dont ce régime de montage extrêmement intéressant chez Eisenstein va animer ses pierres à lui, à savoir les statues, les angelots et ces fameuses statues de lions qui semblent s'animer dans leur succession, effrayées par l'intervention du cuirassé qui va tirer sur le quartier général. Certains théoriciens l'ont dit, dès les années 1925, le montage, surtout lorsqu'il est pratiqué par Eisenstein, qui procède par spasmes et convulsions, peut être considéré d'un plan à l'autre comme la succession qu'on pourrait avoir en poésie, notamment en poésie de vers libre où il y a rupture rythmique. Un autre élément à prendre en compte, c'est que le montage chez Eisenstein n'est pas seulement un montage intellectuel et dialectique, c'est aussi et surtout un montage musical. Si vous regardez l'extraordinaire séquence finale de convergence du Potemkin vers l'escadre, il y a véritablement une écriture qui procède par motifs récurrents, par refrain et par une coda finale qui a tout d'une symphonie. Mais au-delà de cette énergie débordante, issue même de l'illustration du conflit, Eisenstein va aussi se permettre certains temps beaucoup plus calmes et beaucoup plus contemplatifs.
C'est assez intéressant de constater que ça a été fait durant des moments qui n'étaient pas prévus au tournage. Lors d'un jour de chômage forcé parce que les conditions ne permettent pas de tourner ce qui a été prévu, Eisenstein va embarquer avec Tisset et ils vont filmer ces séquences absolument sublimes du port au lever du soleil dans lequel vous allez avoir ces voiles qui passent et qu'il va décider d'intégrer. Et si on regarde, il y a plusieurs moments où Eisenstein regarde simplement la beauté du monde, quelques mouvements, le balancement par exemple des tables, qui crée le balancement du supérieur qui les contemple. Vous allez aussi avoir le scintillement en très gros plan des vagues avec la lumière, ou alors ce jeu des ombres pointillées sur le matelot qui donne lieu à des plans d'une certaine durée qui s'attardent sur la beauté purement esthétique et plastique du plan. Que ce soit par le souffle épique, symphonique, tragique, ou cette attention apportée à la beauté esthétique des prises de vue, on voit que Le Cuirassé Potemkin est un film qui dépasse largement sa place dans l'histoire du cinéma. C'est certes une étape majeure qui propose une rupture avec ce qui est déjà de l'ordre du canon, et c'est aussi un exemple de ce que peut être le cinéma de propagande. Mais c'est surtout un film poétique et doté d'une énergie qui transcende son contexte, un chant puissant qui entonne à plein poumon toute la gamme des potentialités cinématographiques.